Dans une vie bouleversée, Étile Soum écrit qu'il faut parfois toute une existence pour apprendre à faire la paix avec son passé. Entre la mémoire et la survie, il y a l'enfance. Celle qui entend sans comprendre, qui voit sans qu'on lui dise et qui construit ses repères dans le silence des adultes. Mélodie a 5 ans quand son père commence à changer. D'abord il disparaît, puis il revient transformé. Alors Mélodie cherche à comprendre, à l'aimer quand même et à grandir malgré tout. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Sarah Amni. Je grandis dans une résidence HLM en région parisienne de 4 étages. Mon père est chauffeur de bus. Ma mère est secrétaire. J'ai une sœur de 5 ans, mon aînée. Mais on ne s'entend pas très bien. On a des caractères très différents. Elle est plutôt refermée sur elle-même. Et j'ai un contact avec elle qui est assez froid, distant. Moi, je suis plutôt chaleureuse. J'ai le contact facile. Ma mère, je l'aperçois plutôt très liée à toute la logistique de la maison. Et j'ai l'impression qu'elle est plus proche de ma sœur que de moi. Et du coup, avec mon père, en fait, c'est comme si on avait une union un peu contre ma mère et ma sœur, en fait. Ma sœur, elle est plus liée à ma mère et moi, je suis plus liée à mon père. Quand mon papa me réveille le matin pour aller à l'école, il prend le temps de me prendre dans les bras et il reste dans le couloir pour que mes yeux s'habituent petit à petit à la lumière. J'aime beaucoup jouer avec lui, j'en fais ma poupée. Quand il regarde la télé, je lui mets des élastiques dans les cheveux. Et le soir au coucher, j'attends toujours mon câlin. On se prend dans les bras et on se fait plein de gros câlins et de gros bisous. Et quand je lui fais des bisous qui touchent pas sa joue, il dit « Oh non, pas des bisous dans le vent qui sont perdus ». Il déteste ça et c'est un peu notre rituel. J'ai 6 ans et mon père, je l'appelle Mapa, pour dire en fait mon papa. Quand je lui demande les bras, je dis tout simplement « à bras » pour lui signifier de me prendre dans ses bras. Et après, donc, il me prend dans ses bras. À 6 ans, en 1993, un jour d'été du mois de juillet, on joue avec les autres enfants de la cité. Et ce jour-là, j'étais avec ma sœur et elle est partie avec ses copines. Elle m'a plantée en bas de chez moi et pour me plaindre d'elle, je sonne à l'interphone de chez moi et je tombe sur ma mère. Puis je commence à lui expliquer que ma sœur est partie sans moi. Et elle me dit écoute, tu vois ça avec ton père, il descend, il va travailler, vois ça avec lui. Mon père descend et je commence à lui expliquer ce qui vient de se passer. Il n'est pas du tout attentif à ce que je lui explique. Et il me demande où est ma sœur. Donc je lui répète, mais t'as pas écouté justement, elle est partie sans moi. Et puis là, à ce moment-là, elle surgit un peu de nulle part, et avec ses copines. Donc il lui dit au revoir pour aller au travail. Et puis moi aussi, il me prend dans ses bras, il me serre très fort. Et là, je sens que c'est pas normal cette étreinte en fait. Elle est trop intense, elle est trop forte, elle est trop longue, elle est trop chargée de quelque chose. Et je le repousse et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu reviens ce soir. Et là, je le revois s'éloigner sur la place. Et puis, le soir venu, il n'est pas rentré. Ni le suivant, ni celui d'après. Ma mère, rapidement, elle déclare sa disparition à la police. Je la vois s'alarmer, elle prend sa voiture, elle va le chercher, et puis elle revient toujours sans nouvelles. J'ai beaucoup d'inquiétudes. C'est la première fois que ça arrive que mon père disparaît. Je suis très triste. J'ai sa photo d'identité toujours sur moi et je pleure en la regardant, en me demandant où est-ce qu'il est. Et j'aimerais bien avoir un super pouvoir pour savoir où il est, pour pouvoir résoudre le problème, la question, l'interrogation. 1 mois passe et un jour, le téléphone sonne. Ma mère décroche et au bout de quelques minutes, elle me dit « C'est ton père, si tu veux lui parler, il est chez ta tante. » Donc moi, très heureuse, soulagée en fait, juste d'apprendre que ça y est, on l'a retrouvé, il est au téléphone. Donc je lui demande comment il va, je lui demande quand est-ce qu'il rentre surtout. Comme c'était la coutume dans ma famille, quand on part en voyage, en fait, on revient avec des cadeaux pour nos proches. Et donc je lui demande tu ramènes un cadeau. Il semble très surpris de cette demande.
Mais moi, c'est parce qu'en fait, il est juste parti en voyage. Le lendemain, il revient. Moi, je l'accueille sur le palier de la porte. Je saute dans ses bras. Je suis vraiment contente de le retrouver. Je comprends pas, en fait. Ma mère et ma sœur ne réagissent pas. Ma sœur est restée dans sa chambre, à son bureau. Et ma mère, elle est derrière la plaque de cuisson. Elle se retourne même pas. J'observe, je regarde ce qui se passe et je comprends qu'il y a un décalage. Moi, je suis juste contente qu'il soit rentré et elle lui en veulent. Ce qui compte, c'est qu'il soit à nouveau là, maintenant, présent, que je le retrouve. Je me justifiais ça comme un voyage. Il est parti en voyage de la même manière que ma sœur parfois partait en classe verte pendant une semaine et je ne savais pas ce qu'elle avait pour autant fait pendant cette semaine. Quelques semaines plus tard, ma mère m'apprend que mon père est malade et qu'il va être hospitalisé à l'hôpital psychiatrique. Donc elle m'explique qu'il a des hallucinations visuelles et auditives, qu'il voit et qu'il parle à des anges. Ce serait une psychose hallucinatoire et délirante. Moi, je comprends pas tout ce que ça veut dire. Moi, j'entends juste qu'il est malade et quand je suis malade, moi, je me rétablis vite. Je guéris. Je vais chez le médecin et puis après, ça va mieux. Donc, je me dis, bon, d'accord, il va aller à l'hôpital. Et quand il viendra, tout sera comme avant. Il ira mieux, il sera soigné, il sera guéri. Et je retrouverai mon père et ma relation avec mon père que j'avais avant. Quelques jours plus tard, avec ma sœur, on va chez ma grand-mère et puis sur le chemin, on discute de mon père. Et donc, elle me dit, oui, il est malade, il voit des anges. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on en sait qu'il est malade? Si ça se trouve, en fait, c'est vrai, en fait. Si ça se trouve, ces anges, ils existent. Il a juste le pouvoir, lui, de les voir et de leur parler. On me parle du Père Noël, on me parle de Dieu que j'ai jamais vu, on me dit qu'il existe, on parle de la petite souris, il y a plein de choses auxquelles je suis censée croire, sans preuve. Et là, d'un seul coup, parce que mon père, on voit pas tout ce qu'il décrit voir, on dit que lui est malade, donc pourquoi, en fait, ça, c'est pas vrai? Quand il sort de l'hôpital psychiatrique, mon père est toujours très affectueux, mais en fait, il commence à changer, c'est-à-dire qu'il parle tout seul dans son coin, il marmonne, il a des propos incohérents. Je peux comprendre parfois dans ses propos qu'il parle à ses anges. Il dit saleté d'ange, t'es un mauvais ange. Et c'est difficile pour moi de me concentrer sur mes devoirs. Parfois, il crie d'un seul coup. Ça devient lourd, ça devient pesant. Ma relation avec mon père, j'y tiens fort et j'ai envie de la retrouver. Elle me manque parce qu'en fait, j'ai toujours cette sensation que ma mère et ma sœur sont plus proches. Et du coup, je perds un peu mon parent référent. Je me sens seule, je me sens isolée. Mon père, il va écouter beaucoup de messes et de musique religieuse. Il va se mettre à lire beaucoup de récits autour de la religion, dont évidemment la Bible. Un jour, il s'assoit à côté de ma mère sur le canapé et il angoisse et il se gratte les poignets et il dit à ma mère: «Regarde», en lui montrant ses poignets, il dit: «J'ai les stigmates». Et donc je vois ma mère, les yeux effarés. Je lui dis: «Bah non, tu n'as pas les stigmates». Il dit: «Si, si, je suis Jésus». Et donc on apprend à rien dire, à acquiescer parce qu'en fait, il est persuadé de ce qui lui arrive. À 8 ans, un soir, on va faire les courses. C'est un soir d'hiver, donc il fait nuit. On est tous les 4 dans la voiture. Mon père conduit, ma mère est sur le siège passager et ma sœur et moi, nous sommes à l'arrière. Il y a une grande portion de route qui est normalement limitée à 70. C'est une grande ligne droite et d'un seul coup, mon père se met à accélérer en hurlant. Il doit monter peut-être jusqu'à 120, 130. Et ma mère se met à hurler très fort, à lui tenir le bras et lui crie d'arrêter. Ma sœur, à côté de moi, elle hurle. Et moi, je ne réagis pas. Je me dis, moi, tout va bien se passer. Il va ralentir. Tout va rentrer dans l'ordre. Je suis en train de penser à un livre que je lis actuellement à l'école. Je revois la pochette et je repense à l'histoire et à là où j'en suis dans ma lecture. Finalement, mon père, il ralentit. Je sens que la crise n'est pas passée.
mais qu'elle est sous contrôle et on rentre sain et sauf chez nous. Un jour de mes 10 ans, mon père, ce jour-là, en fait, il est plâtré parce qu'il a eu une chute à vélo et il s'est cassé le bras. Dans la cuisine, j'entends des éclats de voix, il se dispute avec ma mère. La voix monte plus fort que d'habitude et mon père frappe ma mère au visage avec son plâtre. Ma mère saigne, je hurle, je prends le parti de ma mère. C'est un geste inédit en fait. J'ai vu mon père s'emporter, crier plusieurs fois, mais la violence physique, ça, je l'avais jamais vu. Et donc ça, par contre, c'est quelque chose que je peux plus juste accepter et regarder. La police vient et, constatant en fait la blessure de ma mère, le réhospitalise. Depuis mes 6 ans, il fait plusieurs allers-retours à l'hôpital psychiatrique. Il reste un mois, le temps que son traitement se stabilise, et puis il sort, et à sa sortie, très rapidement, il cesse de prendre ses traitements. Du coup, les crises elles réapparaissent plus fort, plus vite, à chaque fois qu'il arrête. Et il remonte à un niveau de crise plus élevé que la fois précédente avant son hospitalisation. Et puis, le cycle se répète inlassablement. Rapidement, son employeur a décidé effectivement qu'il ne pourrait plus conduire les bus, donc ils le mettent à un travail plus administratif. Sauf que les interactions avec ses collègues se passent mal. Ils se rendent compte qu'il doit être placé en retraite anticipée à l'âge de 40-45 ans. Lorsque mon père est placé en retraite anticipée, au même moment, il est décidé qu'il soit sous curatelle renforcée. Parce que mon père est plus capable de gérer les choses de la vie courante. Vers mes 11-12 ans, ma mère me propose de faire mon catéchisme. Moi, j'accepte. Puisque mon père, en fait, est très tourné autour de tout ce qui est religieux, j'ai envie de m'y intéresser aussi, de retrouver un terrain de proximité avec lui. Donc, je fais mon catéchisme, je passe ma communion. Je signifie à mon père que je fais le catéchisme, je lui parle de ce que j'apprends, et il m'écoute, mais en fin de compte, ça n'a pas trop d'importance pour lui. Néanmoins, en fait, on va à la messe ensemble. Parfois, je lui propose. Il y a une journée comme ça où c'est la fête de Pâques et donc toute l'église sort dans la rue et joue de la musique et chante dehors. Et puis donc, je partage ce moment juste avec mon père et j'ai l'impression d'être un peu plus proche de lui. Je partage quelque chose avec lui que finalement personne d'autre partage. Un jour, il s'est allongé sur le canapé en sueur et je vais près de lui, je lui caresse ses cheveux et je lui dis « Qu'est-ce que tu vois ?» Il me décrit « Là, il y a un ange, il est là, il est debout ici, à cet endroit. » Et j'essaye de regarder là où il montre et de le voir. Je le vois pas, mais je l'imagine. En fait, ça me fait froid dans le dos parce que j'ai envie d'imaginer que c'est vrai, parce que j'ai pas envie que mon père soit malade. Et en même temps, l'idée de ne pas voir quelque chose autour de moi me fait peur aussi. À 13 ans, je rentre du collège et j'entends sur la place de mon immeuble la musique de messe à fond qui résonne dans toute la cité. Je sais que c'est mon père. Les fenêtres de notre appartement sont grandes ouvertes. Tout le monde peut entendre, tout le monde sait. Là, je rentre chez moi, j'ouvre la porte et donc la musique m'éclate aux oreilles. Il y a des illustrations saintes partout dans l'appartement. Des croix inscrites au rouge à lèvres sur les portes. Et mon père, il déambule nu et il se rend même pas compte que je suis là. Mon père, c'est plus mon père. Il lui ressemble vaguement, physiquement. Je vois vraiment la folie, en fait, qu'il incarne. Je réalise qu'il est parti, en fait. Il faut en prendre conscience et il faut se résigner. J'ai un sentiment de honte et ça me détache complètement de ma relation à mon père. J'ai un dégoût profond, en fait, pour tout ce qui est lié à la religion. Ces croix rouges à lèvres, ces illustrations bibliques, cette musique, ça m'écœure. C'est un mélange de honte, c'est un mélange de colère. Je réalise que je m'étais intéressée à la religion pour de mauvaises raisons et que, en fait, au contraire, je voulais plus du tout être associée à ça. La religion, je l'associe à la maladie de mon père, à présent.
Après cet épisode, ma mère va chercher de l'aide auprès d'une assistante sociale, où elle explique ce qui se passe, notre quotidien, et l'assistante sociale menace de nous placer en foyer si ma mère ne changeait pas d'appartement. Ma mère demande un nouvel appartement, ce qui n'est pas forcément évident à trouver. Donc elle n'a pas le choix, l'appartement qu'on lui attribue, il se situe exactement dans le même immeuble, au même étage que mon père. Et on partage même un mur mitoyen. Donc en fait, on est ses voisins et quand il hurle, on l'entend très nettement et ça nous réveille. Et on ne vit plus dans le même appartement, mais on devient les premiers voisins qui le dérangent quand il a des crises. La séparation avec mon père est un soulagement puisque je le sens mal et ça m'attriste et je me sens impuissante. Et je sais que c'est une séparation qui est nécessaire parce que la vie avec lui devient impossible. À 16 ans, mon père vient de sortir d'un énième séjour à l'hôpital psychiatrique. Je suis dans ma chambre, je fais mes devoirs. Ma mère rentre du travail et elle me dit: «Tu as vu ton père? Est-ce qu'il est venu te voir?» J'ai essayé de l'appeler, il n'a pas répondu. Je vais aller le voir. Elle va dans son appartement, donc qui est sur le même étage. Elle revient en paniquant, en criant. Elle dit: «J'appelle les pompiers, il a fait une connerie». Je lâche ce que j'étais en train de faire et je bondis dans l'appartement de mon père. Je vois sur ma gauche, dans la cuisine, sur la table, une dizaine de paquets de boîtes de médicaments vides. Je vais dans sa chambre et je le vois allongé sur le lit et je saute sur son lit et je le prends dans mes bras et je pleure. Je lui dis: «Papa, je t'aime, je veux que tu restes avec nous, j'ai besoin de toi». Il est encore, conscient, mais c'est difficile, il n'arrive pas à ouvrir les yeux, mais j'entends, de manière un peu indistincte, «Ma puce, je t'aime» et puis là, très rapidement, en fait, les pompiers sont arrivés. Ils nous ont demandé de sortir et ma mère pleure et elle me prend dans ses bras et elle me dit: «Pardon, je te demande pardon de t'avoir mis au monde pour vivre cette vie-là». Pour moi, ces mots-là sont encore plus durs que la situation parce que ma mère, elle écrasait mon propre chagrin par son chagrin à elle. Elle souffre pour mon père et elle souffre, pour ses enfants. Il est transporté à l'hôpital et ils lui font un lavage d'estomac et il s'en sort finalement. Ce que je ressens est un mélange de soulagement parce que, il s'en est sorti, il n'est pas mort, hein, de cette tentative de suicide. Je me dis que c'est comme ça qu'il va mourir. Et donc ça devient un peu une conviction pour moi, en fait, qu'un jour, je vais ouvrir la porte et que je vais le trouver mort. Suite à sa tentative de suicide, le psychiatre du centre médico-psychologique, le CMP, décide de mettre son traitement, par voie injectable et non plus par voie orale pour éviter une nouvelle tentative de suicide. J'étais toujours un petit peu dans cette insouciance de l'enfance qui persistait avec cet optimisme de me dire, «Un jour, les choses s'arrangeront. Un jour, ça va aller. Un jour, mon père ira mieux». Tous ces événements et en particulier sa tentative de suicide m'ont fait prendre conscience qu'il n'y aurait peut-être pas d'avenir heureux pour ma famille. Par contre, moi, je réalise que j'ai tout à faire, j'ai tout à construire et qu'en fait, il y a que moi qui peux quelque chose pour moi-même. Je m'investis, aussitôt dans mes études. J'ai une détermination forte à partir de la première et puis, arrivée en terminale, je passe mon bac S avec la mention bien et en fait, c'est le plus beau jour de ma vie parce que je me suis prouvé à moi-même, que j'étais capable et que je pouvais le faire. Quelques années plus tard, j'ai 20 ans, ma mère est reçue par un psychiatre, du CMP. Elle lui explique qu'on est vraiment dans un cycle infernal et il prend la décision, de placer mon père, sous obligation de soins sans consentement. Ça veut dire que, en fait, toutes les semaines, il devra faire son injection au CMP et s'il ne fait pas cette injection, il n'aura pas de revenus puisque comme il est sous curatelle renforcée, il n'a pas de carte de crédit, qui lui permet d'accéder librement à son argent et donc s'il n'y va pas, il n'a pas accès à cette somme d'argent. À partir du moment où il est notifié de cette obligation de soins, toutes les semaines, il va prendre son traitement. Et puis en fait, le traitement devient de plus en plus efficace. Mon père devient de plus en plus conscient. On peut à nouveau partager des moments ensemble. J'ai plus peur pour sa sécurité. Il vit bien et il sait exprimer ses besoins. On arrive en fait à échanger, à interagir ensemble et c'est un grand soulagement.
Pendant cette période de calme, moi, je m'investis complètement dans mes études. Je fais une prépa, puis j'intègre une école d'ingénieur. C'est extrêmement exigeant. Ça me demande beaucoup de sacrifices personnels. C'est très fatigant, mais en fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce challenge. J'ai besoin de me prouver que je peux y arriver. Et en fait, c'est mon seul objectif. À 22 ans, je prends mon envol, je déménage pour faire mon stage de fin d'études et en fait, je me rends compte que cet environnement dans lequel j'étais, même si je n'habitais plus avec mon père, c'était très lourd, en fait. Je me suis ressentie vraiment libre parce que détachée de mon père. Avec cette, nouvelle liberté, j'ai plus de mal, en fait, à retourner, voir ma famille. C'est difficile parce que c'est un lieu qui est chargé de beaucoup d'émotions, de beaucoup de souvenirs, difficiles. J'y vais vraiment de manière, en fait, cordiale, un peu forcée, c'est un peu la bonne action. J'y vais, je passe un peu de temps avec lui, je m'assois, et il me sert un petit verre de jus d'orange et voilà, je reste 10-15 minutes et puis je retourne, voir, ma mère et ma grand-mère, dans l'appartement d'à côté. C'est une manière de me protéger parce que, la relation avec mon père, elle est plus du tout, celle d'un père à sa fille. Je me sens un peu obligée d'être là, d'être présente, de lui demander s'il a besoin de quelque chose, de m'assurer que matériellement il a besoin de rien. J'ai remplacé la relation père-fille, affective par la relation père-fille, administrative. À 25 ans, j'entreprends de faire une thèse. Dans mon bureau, de labo, il y a Baptiste. Baptiste, c'est quelqu'un qui est en thèse comme moi, et en fait, on devient amis, on se rapproche et puis on finit par sortir ensemble. Cette relation, elle est très forte dès le départ. On est très bien ensemble, on emménage ensemble et puis à 29 ans, il fait sa demande en mariage. À 31 ans, on se marie et donc mon père, fait partie des invités et un peu comme la coutume l'est, bah, il m'accompagne, le long de l'allée de la cérémonie donc jusqu'à l'autel et je le sens, très heureux d'être là. Il est rayonnant, il est vraiment, extrêmement heureux d'être là et arrivé, bah, justement à côté de mon mari, il me lâche quasiment pas le bras et il ne marmonne pas dans son coin, il m'embarrasse pas. J'ai pas honte de lui, en fait, ça se voit pas qu'il est malade. Malgré le fait qu'il soit, assez présent, et conscient pendant mon mariage, il y a quand même quelque chose qui s'est brisé avec sa maladie et j'ai conscience, en fait, que mon rapport à lui est beaucoup plus distant, plus détaché. À 32 ans, en 2019, le psychiatre qui avait décidé de l'obligation de soins pour mon père, part en retraite. Un nouveau, psychiatre, lui succède et dans la foulée, ce nouveau médecin, décide de lever l'obligation de soins pour mon père et elle m'explique qu'elle ne peut pas, placer une personne indéfiniment en obligation de soins, ça doit avoir une fin et que, bah, voilà, 12 ans, c'était bien assez. Je comprends pas du tout cette décision. Je me sens impuissante, je me sens dépassée, je me sens incomprise. En fait, il y avait quelque chose qui marchait. Pourquoi est-ce qu'on cesse ça? Cette décision va à nouveau bouleverser, en fait, notre équilibre, qu'on avait depuis 12 ans. Donc sans surprise, une fois cette obligation de soins, levée, mon père cesse ses traitements. Donc il est à nouveau hospitalisé. Il ressort, il prend à nouveau pas ses médicaments. Donc il est à nouveau réhospitalisé et le cycle reprend. Mon grand-père est en fin de vie et donc ma mère, elle assiste beaucoup mon grand-père. Elle me laisse, du coup gérer, ce qui concerne mon père, ce qui me semble complètement logique. Chacune, on s'occupe de notre père. Donc je suis, la référente, lors de ses hospitalisations. C'est moi qui fais les allers-retours. Enfin, tout ce que faisait ma mère à l'époque, bah, je l'entreprends. Sauf que j'habite beaucoup plus loin, donc ça m'implique davantage. Je l'emmène chez le coiffeur pendant ses permissions, voilà, on passe du temps ensemble, on va au restaurant. Ça, c'est des choses qui me coûtent énormément, en fait. Quelque part, j'ai pas envie de le faire, mais je dois le faire. Lors d'un entretien avec, la psychiatre qui le suit à l'hôpital, on parle de l'état de santé de mon père et j'évoque, le mot psychose, puisqu'en fait, c'est ce qu'on m'a dit toute ma vie, que mon père avait une psychose hallucinatoire et délirante. Et là, elle m'interrompt et elle me dit: «Non, non, mais votre père n'est pas psychotique, il est schizophrène». Je tombe un peu des nues. En soi, ça me fait pas une grande différence parce que ça change pas son état de santé, les faits. Ça ne change rien du tout, c'est juste un mot, un nom différent sur la maladie. En fait, je m'aperçois qu'autour des pathologies psychiatriques, il y a un vrai flou, en fait, tout est basé sur, le diagnostic clinique. Entre psychose et schizophrénie, il y a beaucoup de similarités.
c'est très difficile de les dissocier. À la 3e hospitalisation depuis la levée d'obligation de soins, je suis enceinte de jumeaux. Je suis à 6 mois de grossesse et le médecin de l'hôpital psychiatrique m'appelle pendant que je suis chez moi et m'informe que mon père a été admis à l'hôpital au service réanimation puisqu'ils l'ont retrouvé le matin même inanimé. Il serait tombé dans le coma suite à une détresse respiratoire qu'il aurait eue pendant la nuit. Je me rends aussitôt à l'hôpital. Les médecins expliquent qu'ils ne savent pas trop ce qu'il a et qu'il a une infection dans les poumons et qu'ils le maintiennent dans le coma pour pouvoir le soigner. Il a le visage gonflé, la langue gonflée qui même sort de sa bouche. Il est absolument méconnaissable. C'est-à-dire que la seule chose qui me reliait à mon souvenir de mon père, c'était finalement son physique. Et là, je ne le reconnaissais même plus. Je pense qu'il va s'en sortir, j'ai de l'espoir. Et puis finalement, les discours des médecins sont de moins en moins optimistes. 10 jours plus tard, je suis auprès de lui. Il désature, il a la tension qui baisse, les appareils qui clignotent dans tous les sens. Ma mère me dit va trouver un médecin. Donc je vais trouver un médecin et il nous rejoint dans la chambre. Et là, de but en blanc, elle me dit Madame, votre père va mourir dans les minutes, heures qui suivent. C'est un coup de tonnerre, c'est un coup d'éclat, c'est un choc. Pour moi, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que sa mort est imminente et que je risquais d'y assister. Je me suis rendu compte que je pourrais pas, en fait. Je pourrais pas le voir partir, je pourrais pas le voir mourir. Je me sens extrêmement coupable parce que ma mère, elle était restée auprès de son père jusqu'au bout et que c'était mon rôle. C'est ma mère qui reste auprès de lui. Quelques heures plus tard, j'ai ma mère au téléphone et elle me dit qu'il est mort. Ce que je ressens, c'est un mélange de tristesse parce que mon père est mort et en même temps un énorme soulagement. Parce que j'étais devenue responsable de lui et là, enceinte de jumeaux, je m'interrogeais sur l'avenir. Je me sens égoïste de penser ça, mais je me dis que c'est un cadeau qu'il m'a fait. Il m'a rendu ma liberté et il me permet de m'investir complètement dans mon rôle de mère en me retirant ce rôle de responsabilité que j'avais vis-à-vis de lui. Quelques mois plus tard, je donne naissance à mes jumeaux. Je me sens un peu submergée par des sentiments nouveaux. Je me rends compte que dans la maternité, je revois des moments de mon enfance. En fait, je retranspose l'enfance que j'ai eue sur l'enfance de mes enfants. Dans ce parallèle que je fais, juste d'entendre mes enfants pleurer, ça me déclenche une réaction très anxiogène parce qu'en fait, derrière ces cris-là, je entends les cris de mon père. Petit à petit, en posant des mots dessus, en parlant à mon mari, je m'en détache. Je m'ancre dans le présent, dans le réel, et je me dis que ce sont des pleurs d'enfants. Je suis angoissée à l'idée de moi-même, à mon tour, tomber malade, puisque la maladie de mon père, qu'elle soit la psychose ou la schizophrénie, il y a un grand facteur génétique. J'ai peur, moi-même, d'un jour d'avoir cette maladie et d'être un fardeau pour ma famille. Donc, j'en parle à mon mari, j'en parle à ma thérapeute. Et ma thérapeute me rassure en me disant que si ça avait été le cas, j'aurais des signes avant-coureurs, que je ne semble pas être une personne qui pourrait déclencher ce type de maladie. Ça me rassure et petit à petit, je lâche prise. J'accepte qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler et j'arrive à passer cette phase. Aujourd'hui, j'ai construit une famille. J'ai mes enfants de 3 ans qui m'apportent beaucoup de bonheur. J'ai mon mari avec qui on forme un couple solide, uni. J'ai un travail qui me passionne. J'aime à croire qu'en fait, avec la vie que j'ai construite, j'offre une enfance différente à mes enfants. J'espère que leur enfance sera remplie de légèreté, de joie, et d'insouciance.
Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Sarah Amni. Transfert est produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de production, Astrid Verdun. Prise de son, montage et habillage musical, Johanna Lalonde. L'introduction est écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.